Donc, Marc Barbier travaille depuis plus d'une vingtaine d'années sur les transformations à l'œuvre dans les innovations en lien avec l'agriculture, avec un regard sur l'évolution des organisations humaines. Et donc, c'est comme ça aussi qu'il est devenu co-éditeur de la revue d'anthropologie des connaissances, donc une des grandes revues francophones dans le champ de l'anthropologie et de la sociologie. Et donc, évidemment, son approche sur l'agroécologie, il le regarde à la fois comme mouvement social et comme champ scientifique, et comme ensemble ou paradigme qui participe aux réflexions sur la question des transitions. Vous entendez beaucoup parler en ce moment de transition énergétique, numérique, etc. Et donc, ces questions de transition auxquelles il participe à toutes ces réflexions, à la fois dans des clusters internationaux et au sein de l'ensemble des équipes de recherche dans lesquelles il se trouve, puisqu'il est à l'INRA SAD qui veut dire Sciences pour l'action et le développement. Et donc, il va pouvoir nous aider à élargir ce débat et avoir cette approche entre agroécologie et société. Et donc, par ailleurs, petite anecdote, Marc revient à Dunkerque alors qu'il en était parti à l'âge de 10 ans, je crois. Et en fait, c'est un enfant de Dunkerque. Et donc, voilà, on accueille aussi Marc en tant qu'enfant de Dunkerque. Donc, Marc, tu as la parole pour cette intervention d'une demi-heure. Merci. Et normalement, les diapos sont bonnes. Donc, tout va bien. Merci donc aux organisateurs de m'avoir invité à contribuer à ces mini-conférences. Je vais essayer donc effectivement d'apporter un regard qui vient des sciences sociales. Je me suis spécialisé depuis mon doctorat sur ce que tu as indiqué, l'étude des mouvements sociaux, mais aussi beaucoup finalement de la façon dont la recherche contribue à fabriquer des innovations, contribue aussi à éclairer le débat social. Et comme on l'a vu ce matin, l'agroécologie est un appel aussi à raisonner les relations que l'agriculture entretient avec les marchés, mais aussi les consommateurs, et puis les politiques, et tout un ensemble de configurations dans lesquelles on va trouver du dialogue, mais aussi des oppositions, de la rencontre de points de vue, parfois même des controverses. Et donc ce sont des éléments qui sont observés beaucoup par des gens comme moi qui regardent ce qui se passe au niveau des relations entre la science, la société. Et là-dessus, il y a donc un grand nombre de collègues qui, comme moi, se préoccupent de l'agroécologie comme un phénomène qui, comme vous le savez, puisque ça nous occupe aujourd'hui, est un phénomène assez marquant pour l'évolution de l'agriculture. Alors, l'objectif de ma présentation, il va être aussi de vous restituer la façon dont on peut, en sciences sociales, regarder ces changements. Et je crois que vous trouverez aussi là des éléments pour comprendre à quel point ce terme de l'agroécologie est polysémique et engage aussi du coup un grand nombre d'acteurs qui se positionnent, pas forcément tous d'ailleurs, contre, pour ou dans l'agroécologie. Et je crois que ça, c'est aussi quelque chose qu'on a vu dans les débats ce matin, qui mérite notre attention, tout particulièrement pour les centres de formation, pour lesquels la question de ce qu'on enseigne est déterminant, tant pour l'offre auprès des étudiants ou des lycéens, que ensuite pour ceux à qui on peut destiner ces formations du point de vue de l'employabilité. Donc la première chose à bien comprendre, je pense, c'est à quel point cette émergence de l'agroécologie est liée à ce que j'appelle une exploration conséquentielle du passé, terme qui qui complexifie un peu les choses, au sens où on va regarder les conséquences du passé sur les situations dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Et donc l'agroécologie, c'est aussi un regard critique
sur la révolution verte, ce qui s'est opéré donc après-guerre en termes de développement agricole, d'organisation du développement agricole, principalement pour, je dirais, remplir des fonctions de sécurisation alimentaire. Donc je vais commencer par là, parce qu'en fait, c'est aussi à partir de là que l'agroécologie émerge comme un point de vue, beaucoup dans l'univers scientifique, mais pas que, également dans l'univers plus marqué par les militances. Donc cette révolution verte, c'est ce qu'un sociologue, Henri Mindras, que beaucoup connaissent, a appelé la fin des paysans. Mais c'est aussi une mutation forte qui opère après la guerre, la création de ce qu'on peut appeler un secteur professionnel, c'est-à-dire piloté par une profession et avec des finalités d'autosuffisance alimentaire, d'intensification du coût rapide des modes de production et conséquemment d'une industrialisation de l'agriculture, c'est-à-dire en fait d'augmentation des moyens de production en termes techniques, mais aussi en termes de capital, capital financier, du point de vue de l'accès au foncier, et capital aussi humain du point de vue des compétences. Alors c'est aussi, pour ce qui concerne cette fin des paysans, décrit par Henri Mindras, le début de ce qu'on a appelé l'exode rural d'après-guerre, à savoir une évolution forte de la population agricole active et de sa part politique y compris, en termes de représentation à l'Assemblée nationale, dans le paysage politique en France. Donc là, il y a quelques chiffres. On est aujourd'hui à peut-être largement à moins de 3%. Et du coup, ce que représentent les agriculteurs par rapport à ce qu'ils ont pu représenter dans la façon dont on définit ce qu'est l'agriculture est beaucoup, beaucoup moins important aujourd'hui. Alors, ce que regardait Henri Mindras dans le Rouergue dans les années 50, c'était l'arrivée du maïs hybride et un certain nombre ici de paroles d'agriculteurs: détruit la terre, donne la peste aux cochons, abâtardit le maïs du pays, à l'origine de maladies, perversion morale, et ce qui vient d'Amérique ne peut être que mauvais. Donc c'est intéressant de faire ce retour en arrière, puisqu'en fait aujourd'hui le maïs hybride, c'est pratiquement le seul maïs qu'on peut trouver planté. Et autour de cette idée donc de semences améliorées, c'est évidemment structuré non seulement la filière semencière, mais aussi tout un ensemble de processus de normalisation, de standardisation de ce que peut être du coup une variété qui va contribuer à cette entreprise de sécurisation alimentaire d'après-guerre. Alors évidemment, c'est pas juste en mettant la graine de maïs hybride que ça pousse. Associé à ça, c'est donc le développement de la mécanisation et surtout de l'irrigation. Donc cette fin des paysans, c'est pas seulement l'adoption de ce paquet technique que le maïs hybride pourrait symboliser, c'est aussi tout un ensemble constitué du monde paysan qui va bouger, qui va se transformer de l'intérieur. Donc ça a été beaucoup étudié par des sociologues ruraux. Et donc il y a ce qu'on peut appeler une opération de déclassement, au sens où, ce que je indiquais tout à l'heure, la part de la décision du monde rural dans la décision, on va dire, politique nationale diminue du fait de l'exode rural. Mais c'est aussi en même temps l'apparition de leaders syndicaux, de leaders professionnels qui vont porter énormément ce mouvement. Avec évidemment un ensemble de structures qui vont les accompagner dans cette organisation de leur profession, puisqu'en fait, c'est intéressant quand je parle de secteur professionnel de bien comprendre que l'agriculture a sa banque, sa mutuelle, elle a aussi son système d'enseignement professionnel et de recherche. Et donc, elle se constitue véritablement comme un secteur à part entière qui va faire l'objet d'une cogestion et de ce qu'on pourrait appeler aussi d'une élite importante, puisqu'on a même eu des ministres venant du monde agricole, comme Michel de Bâtisse. Et donc là, effectivement, on a tout un ensemble qui s'est structuré dans les années 50 et beaucoup ensuite dans les années 60 avec les grandes lois de modernisation. Alors, ce mouvement s'accompagne également de la construction d'un appareil que j'appelle l'appareil de recherche et de développement des 30 Glorieuses, en fait, où le rapport des sciences agronomiques à l'agriculture, et ce matin, Thierry Daudry nous le rappelait, est beaucoup lié à
la fabrication de paquets technologiques fondés sur des preuves qui sont établies par les agronomes dans des stations expérimentales, dans des stations agronomiques, dans les laboratoires, et qui ont vocation à ensuite se diffuser, à être vulgarisés par cet appareil de développement. Et donc il y a cette idée de savoir descendant qui vont avoir pour effet aussi d'araser un certain nombre de savoirs locaux attachés au savoir paysan. Alors en 1974, il y a quelque chose qui apparaît, c'est cette notion de pétrole vert. Alors pétrole vert, c'est en fait parce que les excédents commerciaux agroalimentaires vont permettre à cette époque de pouvoir payer la facture pétrolière. Calcul de l'INSEE repris par Giscard d'Estaing à cette période-là. Et donc là, voilà, on arrive un peu au climax de ce que peut être le secteur agricole du point de vue aussi de son fonctionnement économique et de cette idée du bien-être national qu'on peut acquérir grâce aux efforts qui ont été faits en termes de modernisation de l'agriculture. Voilà, alors quelques images d'Épinal, pas toutes, vous allez voir. On part de là, on part de ces conceptions d'une agriculture très paysanne, l'introduction du coup importante et de la mécanisation et des fertilisants, qui sont les deux grands leviers qui vont permettre d'acquérir ces gains de productivité jusque dans les années 90, et qui se symbolise aussi par cette affiche de 64, donc l'année où je suis né, avec cette vision d'une agriculture mondialisée et d'agriculteurs qui inscrivent l'agriculture française dans les échanges internationaux. C'est l'affiche du Salon de l'agriculture de 64. Alors, l'agroécologie va naître à partir de l'opération critique de ce qui vient de se passer là, non pas parce qu'il fallait condamner les paysans pour avoir déployé des innovations, mais pour les effets que ces innovations vont avoir. Donc, je n'irai pas plus loin dans les commentaires concernant, évidemment, des crises économiques qui ont pu assez tôt, dans les années 80, affecter le secteur laitier, puis le fameux cycle du cochon. Mais il y a aussi ensuite des crises sanitaires, celle de l'ESB. Il y a en même temps les controverses biotechnologiques, les pesticides. On se retrouve aujourd'hui avec les questions de biodiversité. Et en fait, sur une vingtaine d'années, un ensemble, y compris de travaux scientifiques, montre la façon dont cette modernisation achevée de l'agriculture a fabriqué un grand nombre de débordements. Et au-delà, maintenant, avec le changement climatique, se pose la question de comment est-ce que l'agriculture peut contribuer au développement durable. Et donc, revenons un tout petit peu là aussi en arrière dans le monde de la recherche. Et quand on fait un petit peu de recherche bibliographique et historique sur la construction de ce point de vue agroécologique, on s'aperçoit dans les années 70 que les écologues se mettent à travailler sur l'agriculture, ce qu'ils ne faisaient pas forcément beaucoup avant. Et donc cet ouvrage, qui est paru dans 1979, s'intitule « Agricultural Ecology », écologie agricole, et pas agroécologie. Et donc on va tourner beaucoup autour de savoir, c'est quoi qui pilote? C'est l'écologie ou c'est l'agriculture? Est-ce qu'il s'agit de faire de l'agriculture un peu autrement en introduisant de l'écologie, ou est-ce qu'on peut avoir un point de vue écologique largement fondé sur des approches systémiques pour aborder ce que peut être, voire doit être, l'agriculture? Alors, on doit à des auteurs, notamment deux auteurs, Glissman et Altieri, qui sont des agronomes de Californie, on va dire, même si Altieri a fait son Master of Science en Colombie. On leur doit d'avoir introduit quelque chose qui vient, en fait, et de l'entomologie et des études sur les mauvaises herbes, du point de vue scientifique. C'est d'avoir pris le risque, et c'est pour ça que j'ai pris cette photo ici, de se dire, peut-être qu'en faisant coexister les cultures et les mauvaises herbes, c'est ce qui est représenté ici sur la photo, on peut maîtriser les mauvaises herbes, parce qu'il va y avoir tout un cortège de luttes biologiques associées, et donc maintenir des rendements pertinents, voire même très intéressants, dans le cadre de la conduite de ces cultures. Donc vous voyez ici ce qui est aussi un plan factoriel, c'est-à-dire un véritable essai agronomique avec des répétitions, et en fait cet essai visait à laisser pousser aussi les mauvaises herbes, pour voir un petit peu ce que ça donnait.
Alors, à droite, sur cette slide, vous avez aussi un extrait du CV de Miguel Altieri. Il ne me l'a pas donné, il est en ligne. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à travers les quelques publications qu'il y a ici, comment effectivement on voit apparaître l'agroécologie à partir de ce giron d'agronomes ou d'entomologues ou de spécialistes des systèmes agricoles, vraiment au niveau de la placette, au niveau de la parcelle, qui va se déployer vers des approches beaucoup plus globales. Et en 83, le célèbre ouvrage d'Altieri, je ne sais pas combien d'éditions on en est, mais ça s'intitule Agroecology, la science, les bases scientifiques d'une agriculture alternative. Division of Biological Control. C'est là-dessus que je vais insister. On voit bien la relation que l'agroécologie entretient profondément avec la question de la lutte biologique. Et donc, Altieri développe ensuite ces questions, The Question of Small Farm Development, la question des petites fermes, qui enseigne à qui. Et donc, très vite, ces porteurs de l'agroécologie vont se tourner vers la question de l'enseignement de leurs principes. Ça va rejoindre des observations qui ont été faites par ces chercheurs qui se sont beaucoup consacrés à l'étude avec d'autres, des agricultures andines, des agricultures de l'Amérique centrale, en observant la façon dont des paysans pouvaient donc conduire des systèmes particulièrement sophistiqués du point de vue de la composition, je dirais floristique, voire même en introduisant aussi des questions de relations aux animaux, et comment ils parvenaient à gérer un certain nombre de problèmes des prédateurs des cultures ou de possibles problèmes de fertilité. Alors, ce schéma vient d'Altieri, il est un peu plus tardif, mais il met en place quelque chose de très important et de très déterminant par rapport à la question du rapport au savoir des paysans. À droite, vous avez l'agroécologie que j'ai encerclé en rouge, qui est lié donc à la façon dont ces traditional farmers, ces paysans traditionnels, vont donc travailler leur rapport à l'environnement, du point de vue des questions qui relèvent des ressources ou des contraintes, avec des principes que Altieri indique ici étant comme agroécologiques, c'est-à-dire en utilisant tout un ensemble, qu'a rappelé ce matin Thierry, de régulation biologique, liées à leur niveau à une observation de ces phénomènes. Et à gauche, vous avez quelque chose qui s'appelle l'ethnoécologie, qui est une façon de considérer, comment est-ce que l'environnement engage ces paysans à penser d'une certaine façon leurs propres pratiques. Et donc comment, à partir de leur culture, à partir de ce qu'ils savent, ils vont pouvoir s'engager eux-mêmes dans la production agricole. Et donc l'agroécologie se pense très tôt en relation avec d'autres disciplines, et notamment avec la question des savoirs paysans. Ça donne lieu donc à deux orientations, que là aussi Thierry a rappelé ce matin. L'une qui est plus, je dirais, tendue vers la question de la définition d'une agriculture durable, c'est plutôt l'orientation qu'a prise Altieri, et Glissman ayant plutôt eu tendance à poser la question de l'orientation en termes de système alimentaire durable, c'est-à-dire à étendre au-delà de l'exploitation, au-delà de la petite région agricole, la question de comment est-ce qu'à partir de là, on peut contribuer à définir, à alimenter des systèmes de provisionnement alimentaire. Alors, toujours parce que je suis dans le volet d'un regard sur la recherche, là, je vous ai fait, non, ce n'est pas une tapisserie mexicaine, c'est en fait une mesure en pourcentage, d'accord, des pays auxquels appartiennent les chercheurs qui produisent sur des papiers, des articles en agroécologie. D'accord ? Donc vous démarrez en 90 et vous allez jusqu'à 2017. Et verticalement, vous avez chaque année la proportion dans cette année de tous les pays que j'ai sélectionnés ici. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir, en lisant les choses par le bas, c'est comment les États-Unis, dont on a vu juste à l'instant à quel point ils étaient, je dirais, à l'origine de la fabrication de ces concepts, pas que, mais enfin où les universités de Californie ont beaucoup contribué à ça, sont vraiment en proportion, en régression. On voit aussi en vert pomme très clair comment, à un moment donné, les Hollandais, dans les années fin des années 90, on pourrait nommer les agronomes, tu dois les connaître, se sont beaucoup emparés de la question et beaucoup moins ensuite.
Et on voit la proportion qui diminue. On voit ensuite comment les Chinois, à partir de 2010, se sont énormément penchés sur la question, du point de vue, encore une fois, de la proportion des papiers qui sont publiés. Et on voit la France, c'est le deuxième producteur de papier en agroécologie sur les dernières années, hein, si je dis un effet Le Foll sur la production scientifique, on ne va pas me croire, mais on peut penser que c'est ça. Et alors, dernier point intéressant, c'est qu'à partir de 2000, vous voyez en haut, ça commence à vibrer, on commence à avoir des ondulations, et en fait, ce sont tout un ensemble de nouveaux pays qui ne publiaient pas de papier sur ces questions qui se mettent à publier. Donc on a véritablement, au niveau de la pensée scientifique, des évolutions assez notables de distribution, hein, à l'échelle planétaire de la production scientifique, ce qui laisse à penser qu'on a quelque chose, tu employais le terme tout à l'heure de paradigme, comme l'émergence d'un paradigme scientifique. Bon, là, c'est un peu plus compliqué à lire, mais rassurez-vous, c'est pour vous dire qu'on peut faire des calculs même en sociologie. J'ai simplement, sur l'ensemble des bases de données, essayé de me dire, tiens, mais c'est marrant, ça, agroécologie, ça existe comme adjectif et comme nom. Quelque chose qui qualifie ou un concept. Et puis, ça existe avec un tiret ou sans tiret. Et donc, j'ai essayé de faire la mesure des rapports entre ces formes. Et donc, on voit sur la courbe d'en haut, en rouge, comment, en fait, dans le calcul de cette proportion, l'agroécologie commence comme un qualificatif, donc comme une propriété d'une chose ou d'une action. Ça se fait ensuite un peu plus plat. Donc, il y a un équilibre entre la façon dont on mobilise soit l'adjectif, soit le nom, pour ensuite devenir tout particulièrement un nom. C'est-à-dire la dimension du concept tend à être de plus en plus employée. Et puis pareil, en bas, on regarde avec étonnement comment l'agroécologie commence à exister avec un tiret, d'accord ? Donc la juxtaposition de deux notions, et comment ensuite elle va progressivement devenir un mot simple, puis redevenir un mot composé, et plus récemment, à nouveau, reprendre cette position de mot, de concept clé. Donc là aussi, c'est qu'il y a derrière la façon dont les chercheurs décrivent le monde et dont ils écrivent leurs concepts, des modifications qui sont aussi intéressantes, parce qu'elles nous disent que du coup, ce paradigme agroécologique, c'est pas juste un concept et on prend, c'est aussi un concept qui semble avoir une dynamique intéressante, d'être à la fois la propriété d'une chose ou alors le concept à l'origine de la chose qu'on regarde. Autre façon, toujours avec des cartes sur les articles, où ici on a fait en sorte de regarder comment les auteurs qui publient des papiers disent des choses ensemble. Pas forcément parce qu'ils publient ensemble, mais parce qu'ils disent la même chose. Donc les carrés sont des notions qui sont mobilisées par les acteurs pour décrire le type d'agriculture auquel ils pensent quand ils écrivent leurs articles scientifiques. Et les petits ronds que vous ne voyez pas, sur lesquels donc convergent, d'où partent un nombre de traits, ce sont des auteurs. Donc c'est un travail que l'on doit à Guillaume Olivier et Stéphane Belon, à l'INRA d'Avignon, qui ont été publiés dans Nature, Sciences et Société, que je reprends ici pour vous indiquer qu'en fait, cette notion d'agroécologie en tant que modèle agricole, du coup, coexiste auprès d'un grand nombre d'autres façons de concevoir l'agriculture. Il y a deux grandes familles. Il y a des approches qui explicitement définissent l'agriculture à partir d'un propos technologique. Et technologique n'est pas un mot sale, mais bien le logos de la technique, c'est-à-dire la connaissance des actes techniques, avec deux projets pilotes, hein, très anciens. L'agriculture de précision n'est pas quelque chose de très nouveau, et l'agriculture de conservation, qui est peut-être, elle, un petit peu plus récente dans l'histoire des modèles agricoles. Et de l'autre côté, dans ce qu'on pourrait appeler des approches qui considèrent le vivant dans sa globalité, hein, donc on a noté ce matin hein, cette tension qu'il y avait entre une conception de l'agriculture comme des techniques à mettre en œuvre et une conception de l'agriculture comme du vivant à réorganiser, à anthropiser. Dans ces approches dites vitalistes, selon les auteurs, on voit que l'agroécologie occupe une position assez centrale par rapport à d'autres modèles
Alors, le modèle de l'agriculture agre, ça veut dire Organic Agriculture, hein, donc de ce qu'on appelle la bio chez nous, et puis des approches de type agriculture durable, agriculture intégrée, éco-agriculture, voire agriculture multifonctionnelle. Donc, l'agroécologie en tant que modèle agricole, voilà, il n'est pas en face à face avec le modèle conventionnel dont il fait la critique. Hein. Il est aussi en coexistence avec tout un ensemble de modèles d'agriculture. Alors, notamment, il faut aussi noter l'importance qu'a pris dans les années 90 hein, ce fameux ouvrage de Gordon Conway, là, ce qui s'appelle la révolution doublement verte, et qui consiste à dire, attendez, on s'est peut-être un peu trompé avec la révolution verte, la première, parce qu'on a oublié l'écologie. Mais si on arrive à réintroduire l'écologie dans le développement de l'agriculture, alors à ce moment-là, en double gain, d'où le doublement vert, on va pouvoir à la fois assurer cette fonction de sécurisation alimentaire et le faire correctement du point de vue de l'environnement. Alors ça a donné quand même naissance à un mouvement important en France, hein, autour du CIRAD et de Michel Griffon, et à la création donc, de cette association qui s'appelle l'AEI, donc l'Association pour l'agriculture écologiquement intensive. Donc, ce qui est intéressant, c'est que l'AEI définit en fait une place à l'agroécologie. L'AEI, donc l'agriculture écologiquement intensive, dit en fait l'agroécologie, ce sera la science à partir de laquelle on va pouvoir fonder les principes et les technologies d'une agriculture, qui va pouvoir être réfléchie de façon intensive en termes d'intensification des facteurs de production, les régulations biologiques étant prises du coup comme des facteurs de production, d'où l'importance qu'ils attachent à la notion de service écosystémique et les relations assez fortes qui sont établies avec l'Institut de l'agriculture durable, l'IAD, qui est un support aussi très important d'une rénovation de l'agriculture à partir d'un certain nombre de principes, notamment au niveau de la vie des sols. Alors, on ne peut pas parler d'agroécologie sans parler de Pierre Rabhi. Certains diront que ce n'est pas un scientifique, ça n'a rien à faire ici. Bon, en même temps, sa pensée est riche, importante, et elle représente dans ce courant vitaliste hein, qui définit différentes formes d'agriculture, l'agroécologie d'abord comme une pratique au sein d'une philosophie plus générale et d'un projet politique beaucoup plus général. C'est ce que représente ici le cycle, hein, qui est donc porté sur son site web. Et du coup, en respectant ces principes-là, elle conduit à produire une alimentation qualité, garantissant la bonne santé, et puis du coup la durabilité, évidemment, s'adressant aux générations futures. Donc là, il y a un point de vue philosophique hein, très important et qui a je dirais, dans le grand public, ses effets. Mais on ne peut pas non plus passer sous silence la façon dont s'est mis en place en 2013 et 2014 deux choses hein, importantes. D'une part, le projet agroécologique pour la France. Donc vous voyez là, il est agroécologique le projet. Hein. Ce n'est pas le projet d'une agroécologie pour la France. Hein. Le plan donc Produisons autrement lancé par Stéphane Le Foll. Et au même moment, à la FAO, le premier symposium en 2014 sur l'agroécologie, qui lance du coup, évidemment, la question de est-ce que l'agroécologie peut nourrir le monde ? On l'avait déjà entendu, ça, pour le bio. Le bio peut-il nourrir le monde ? Donc là, la question, alors évidemment, question un petit peu sommaire, mais ce symposium a été précisément l'occasion de travailler non seulement à la formalisation d'une réponse, mais aussi à découvrir au niveau de la FAO ce que pouvait signifier, d'une part, les sciences agronomiques attachées à l'agroécologie, au concept de l'agroécologie, et les questions en termes de développement agricole. Alors cette affirmation positive du rôle de l'agroécologie et les doutes émis pendant cette conférence ont conduit un certain nombre de penseurs et de chercheurs bien connus au niveau international en agroécologie, mais pas que, à émettre un certain nombre de doutes au regard de la façon dont on voulait traiter, du coup, notamment de la souveraineté alimentaire. Et l'agroécologie, du coup, s'est aussi affirmée à ce moment-là comme porteuse d'un projet
qu'on peut qualifier de politique, au sens où, pour les tenants de l'agroécologie, alors certains disent de l'agroécologie fondamentale, en tout cas pour ces tenants-là, on ne peut pas faire d'agroécologie sans en même temps penser en termes de justice distributive, c'est-à-dire de comment est-ce que les gens peuvent se nourrir. Est-ce que les modèles agricoles qu'on définit vont ou pas permettre de nourrir les gens? Est-ce qu'il n'y a pas une relation entre la façon dont on produit et cet objectif de souveraineté? Ensuite, il y a aussi pour eux quelque chose de très important, c'est la question de l'accès aux ressources qui permettent de mettre en œuvre des projets agricoles. Et troisièmement, de pouvoir du coup dire à quel point l'agroécologie doit permettre aussi de s'attaquer à ces questions, à ces causes du mal développement, notamment dans les pays dits auparavant du Sud. Donc cette critique de l'intensification écologique, elle rencontre aussi la Climate Smart Agriculture, qui est un autre, donc l'agriculture intelligente du point de vue climatique. Et il y a quand même aujourd'hui de très fortes luttes définitionnelles, mais aussi des luttes entre chercheurs politiques et opérateurs de développement sur la façon dont on peut s'accorder autour de l'agroécologie. Donc, évidemment, vous voyez bien là les tensions sur lesquelles on est quand on parle d'agroécologie. C'était hier, ça s'est fini. C'était le 2e symposium international de la FAO. Il y a eu une keynote de Stéphane Le Foll qui a présenté évidemment son 4 pour 1000. Et on voit apparaître, je dirais, la même question, peut-on nourrir le monde avec l'agroécologie, mais pour le coup, affirmée de façon positive par le directeur général de la FAO, qui dit on est face à un tournant historique, la révolution verte, ok, c'est bon, il va falloir faire avec en tant qu'un modèle qui a produit des effets négatifs. Pour autant, on a besoin de promouvoir des systèmes alimentaires durables et l'agroécologie, welcome, vous êtes bienvenus pour y parvenir. Donc c'est une reconnaissance du coup qu'on peut qualifier d'assez forte par rapport à ce qui s'était passé donc quelques années auparavant. Bien, je vous ai fait un petit aperçu sur la façon dont les scientifiques traitent de la question. C'est aussi important d'aller regarder de comment est-ce qu'on fait les politiques avec l'agroécologie, puisque je viens à l'instant de le dire, Stéphane Le Foll s'y en est quand même, on peut dire, particulièrement occupé. Alors, la première chose intéressante à constater, c'est que, en tant que sociologue, on s'intéresse beaucoup aux institutions. Et là, on a eu un avis et communication dans le journal de la République qui définit les termes. C'est intéressant de voir, là, pour le coup, à quel point une notion dont on parle ce matin, dont on parlera encore demain, fait l'objet d'une définition officielle. Et il y a 2 définitions. Souvent dans les dictionnaires, les mots ont plusieurs sens. C'est le cas d'agroécologie. Il y a je dirais, une définition qui renvoie plutôt à la question d'une science appliquée, qui serait écologique, pour concevoir, pour concevoir des systèmes durables, des agroécosystèmes durables. Et puis il y a une définition qui est plutôt liée à des pratiques agricoles, donc au niveau on va dire, de ceux qui font l'agriculture, visant, comme on l'indiquait précédemment, à intégrer des fonctionnements écologiques dans le fonctionnement des systèmes de production, en cherchant évidemment l'optimalité de ces systèmes. Alors, bon, si c'est au journal officiel, c'est qu'on en parle. Et si on en parle, c'est qu'on commence à s'y intéresser, j'allais dire, dans le grand monde. Eh bien, effectivement, le baromètre du CCFD, donc le Comité catholique contre la faim et pour le développement, qui est une ONG très ancienne, a la bonne idée d'avoir un sondage, un baromètre assez régulier de la façon dont les citoyens, enfin en tout cas les enquêtés, jugent la façon dont la faim est ou pas un objet de préoccupation. Alors, ce qui est intéressant de voir apparaître dans ce sondage, c'est que pour 68% des Français, des Français, si on étend à ça, mais du coup, des gens au moins qui ont été sondés, suivant les méthodes de quotas, etc., pensent que l'agroécologie serait une solution pour lutter contre la faim dans le monde. Et donc, également, d'avoir une nourriture plus saine.
Et la personne de constater que même si la notion d'agroécologie est encore vague dans l'esprit des Français, à la lecture de ce sondage, ils semblent toutefois avoir bien intégré le concept. Bon, j'adore ce genre de choses, mais c'est vague, mais c'est un concept et on l'a quand même bien intégré. Donc on a bien intégré que c'était vague. En tout cas, c'est ce que j'en conclus. Et derrière ce vague, évidemment, on pourrait rejeter le bébé avec l'eau du bain, dire c'est pas précis, c'est un mauvais concept, donc on s'en débarrasse ou on passe à un autre concept. Ce qui est intéressant, et je vais continuer là-dessus, c'est que en fait, il n'y a pas que l'agroécologie qui soit un concept vague, si je peux me permettre, et que du coup, on voit aussi très bien comment, de plus en plus, se constituent des mouvements sociaux attachés à la fois à des objectifs assez généraux, voire généreux, et en même temps des productions scientifiques ou des innovations qui ne sont pas complètement définies, qui restent des espaces ouverts de transformation. Dans Conso Globe, alors là c'est un sondage que le ministère, je crois, avait demandé à BVA de faire pour essayer de voir aussi comment les agriculteurs eux-mêmes pouvaient se positionner par rapport à ce terme de l'agroécologie, et en abordant l'agroécologie du coup de façon assez segmentée. L'agroécologie, comme vous l'avez compris au ministère, ce sont des pratiques agroécologiques qu'on pourrait qualifier, ordonner, classer. Et donc, le questionnaire vise ici à établir quels sont les agriculteurs qui mettent en œuvre certaines pratiques qualifiées d'agroécologiques ou en lien avec l'agroécologie, donc limitation des intrants, amélioration de la qualité des sols, préservation de la qualité de l'eau. Bon, je ne dirais pas que le sondage est relaté, mais on n'a pas attendu, en tout cas les agriculteurs n'ont pas attendu l'arrivée de ce questionnaire ni de l'agroécologie pour se poser des questions en termes d'intrants et de leurs limitations, notamment du fait de la directive nitrate dans les années 90. Pareil pour la question de la qualité des sols. Si vous allez en Bourgogne et tous les problèmes qui se sont posés dans les années 90 en Bourgogne en termes de fatigue des sols et d'érosion, la même chose en Normandie. Donc voilà, cela dit, on voit bien le phénomène qui est en cours d'inscription d'un certain nombre de ces mots qui viendraient de la Révolution verte dans le registre de la critique. Du coup, là, qui est une critique positive, puisqu'on dit ne pas faire certaines choses pour contribuer à cet état de pratique, à ces pratiques agroécologiques. Donc, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que 85% de ces agriculteurs ont moins de 40 ans dans l'application de ces techniques. Alors, on a évoqué tout à l'heure la question de l'âge, on pourra y revenir pour discuter de ce que ça signifie. Alors, une autre façon de s'interroger sur comment est-ce que le grand public, ou j'aime plutôt dire, moi, les publics, parce qu'on ne sait plus trop ce que c'est que le grand public, de façon aussi globale, pour savoir donc ce qu'on peut se dire sur l'agroécologie, avec un collègue de la plateforme Cortex, on a conduit donc une analyse des vidéos qu'on peut trouver sur YouTube et qui parlent de l'agroécologie, dans leur titre, puisque les vidéos ont un titre, et dans le petit texte de présentation. Donc voilà, on a téléchargé les 14 411 vidéos, non pas pour les regarder toutes, mais pour analyser justement le texte qui accompagnait ces vidéos et essayer de voir comment est-ce que ces éléments de texte, des mots dans les textes ou des termes dans les textes, étaient reliés à des auteurs. Alors ça donne du coup cette méthode que vous voyez ici à gauche. Donc vous avez des triangles et des carrés. Les carrés, c'est les termes qu'on va trouver dans les titres des vidéos. Et les triangles, ce sont les auteurs de ces vidéos. Alors les auteurs font plusieurs vidéos. Et puis les termes peuvent se retrouver dans plusieurs vidéos. Donc on peut arriver à fabriquer un réseau en termes, auteurs des vidéos. Et voir comment, du coup, se dresse et s'établit un paysage. Alors je sais que c'est un peu loin pour vous, mais première chose, c'est qu'on voit qu'il y a des... Alors on est dans le nord, on peut dire des patates. En tout cas, il y a des clusters, des sortes de zones dans lesquelles on va avoir des auteurs qui, en gros, publient des vidéos avec des contenus qui ont certes des termes spécifiques, suffisamment spécifiques pour qu'on puisse se dire que le rose et le vert, c'est pas pareil. Ça signifie que les étiquettes de ces vidéos sont différentes. Alors quand on regarde de près, je ne peux pas rentrer en détail, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut arriver à resituer un certain nombre de grands auteurs et acteurs des transitions en cours avec l'agroécologie. Ce que j'appelle ici la pop agroécologie. Centrale dans ce paysage, c'est l'agriculture biologique, la question des sols et
les Bourguignons, ces agronomes qui disent d'avoir été évincés de l'INRA, qui ont été bien contents de partir aussi, je pense. Enfin, c'est une relation complexe qui n'a pas pu s'établir à l'INRA sur la question de la vie biologique des sols. Du fumier, donc professeur à l'AgroParisTech, et beaucoup d'acteurs des transitions agroécologiques en ce moment. On a à gauche ce que j'appelle l'ambiance climat et Starvation International, donc c'est l'ensemble de ces acteurs, et il y a beaucoup d'ONG, beaucoup d'institutions agronomiques, AgroParisTech, CIRAD, qui ont publié des contenus qui parlent donc du coup de cette question du climat et de la sécurité alimentaire. Et donc, évidemment, mobilisent l'agroécologie dans ce contexte. On voit aussi ce que j'ai appelé le mouvement Pierre Rabhi, c'est-à-dire ce que j'ai présenté tout à l'heure, l'ensemble de ces vidéos qui vont plutôt mettre en avant ce rapport plus global qu'il faut entretenir avec les pratiques écologiques dans ce qu'on pourrait appeler une révolution à la fois éthique, philosophique, mais aussi économique. Alors, c'est pas forcément étonnant, mais étonnamment par rapport à ce qui se disait ce matin, on a les gens des jardins et de la permaculture, même si Thierry et Christine Aubry notaient qu'il y avait peu de mentions de l'agroécologie chez les jardiniers. En fait, on voit que dans les vidéos YouTube, on a une mention de l'agroécologie et un discours qui va impliquer. Alors, ça vient beaucoup, je pense, de la permaculture et peut-être moins des jardins. J'ai appelé ça agroécologie in France. Le FOL. Pourquoi in France? C'est parce qu'en fait, on a ici tous les acteurs publics, et les collectivités territoriales et des auteurs qui ont envoyé des vidéos et qui ont fait donc la promotion de ce tournant agroécologique. Et on retrouve aussi, alors ce sont j'allais dire des alliés très importants du plan agroécologie, qui sont tous les acteurs qui ont réfléchi à l'agriculture de conservation, mais aussi au maraîchage bio, comme maraîchage sol vivant, en lien avec l'IAD, l'Institut d'agriculture durable, et un acteur important qui est une des têtes pensantes de l'IAD, Konrad Schreiber. Et puis il y a cette agriculture de conservation en grande culture, où on va trouver des références et des vidéos qui font référence à l'agroécologie, plutôt du côté, je dirais, de la FNSEA ou des acteurs, on dit aujourd'hui incubants, des acteurs traditionnels du système professionnel. Voilà, alors permaculture internationale, parce qu'il y a des vidéos qui viennent d'ailleurs, réseau rural, et puis donc là en jaune apparaissent les grandes figures du débat public sur l'agroécologie. On peut faire la même chose avec les tweets. Donc il existe un hashtag agroécologie qui a été particulièrement actif ces dernières semaines du fait du second symposium, et on se dit, ben voilà, sur quoi les gens y tweetent. On ramasse tous les tweets et on analyse les tweets. Or, quand on fait un tweet, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute le hashtag du copain, ou on rajoute le hashtag qui nous intéresse par ailleurs, ou le hashtag auquel on pense quand on publie. Et donc, ça nous permet de regarder comment les hashtags, du coup, sont mis en relation dans tous ces tweets. Donc, il y a 11 000 tweets, on les regarde. Et ce qu'on voit apparaître là aussi, c'est qu'il y a des zones de débat, en tout cas sur Twitter, qui, ici un an, marque un paysage qui est fait du coup d'un assez gros cluster assez dense, qui est plutôt marqué par l'agriculture organique, la permaculture. Un autre cluster où là les gens renvoient plutôt à des questions d'écologie, de conservation pour l'essentiel. Un autre petit cluster qui est beaucoup plus sur la biodiversité et la question de la biodiversité dans les sols. Et un troisième assez central qui a une drôle de forme en araignée, là, qui charrie tout un ensemble de hashtags vers l'agroécologie, et notamment en traitant de questions de changement climatique, puisque le hashtag climate change est présent. Donc je vais finir maintenant sur le plan agroécologique pour la France, donc qui a été mis en place, pensé en 2012, présenté en 2013 et rendu actif par. Alors on ne peut pas le tracer sans faire référence à ma maison, à l'INRA, puisqu'il y a un rapport important qui a été remis, plutôt avec des références, j'allais dire, à une version scientifique de l'agroécologie,
pas forcément complètement raccord avec celle que j'ai présentée tout à l'heure d'Altieri et Glissman, mais donc avec l'idée donc plutôt de fabriquer ce que Le Foll ensuite a appelé son double performance, ou sa triple performance, c'est-à-dire essayer de concilier régulation biologique, respect de l'environnement et compétitivité. Donc là, on peut tracer comment cette pensée d'un plan agroécologique renvoie aux relations entre le ministère, l'INRA, mais pas que, parce que l'IAD, des gens de l'agriculture de conservation des sols ont aussi été très actifs dans la construction de ce référentiel politique. Donc ça mobilise un outil assez classique qu'on appelle le CASDAR, donc qui est une ligne de crédit, un compte d'affection spéciale affecté au développement agricole. Et donc on utilise finalement quelque chose d'assez standard pour pouvoir financer ce qui a été la première manifestation publique, enfin en termes d'action publique de l'agroécologie, qui est ce projet Mobilisation collective pour l'agroécologie. Pas loin ici, il y a Marc Lefebvre qui pilote le projet APAD 62, qui est né du coup avec ce plan, comme beaucoup d'autres actions. Donc voilà, 469 dossiers de candidature qui ont été déposés, et déposés par des groupes, par des collectifs, portés par des groupes d'agriculteurs, animés par des structures ou poussés par des structures, suivant les cas. Et donc, ce que j'ai encerclé ici, c'est que ce plan mobilisation collective pour l'agroécologie est précurseur de ce qu'on connaît maintenant, les GI2E. Donc on a étudié ce dispositif avec donc une dizaine de collègues pour fonder ce qu'on appelle un observatoire des transitions agroécologiques. Je passais assez vite sur ça, mais donc voilà, on a 469 projets qui décrivent à un moment donné la capacité du monde agricole à se saisir, alors de quoi ? Du plan, de l'offre de Le Foll sur l'agroécologie, on pourrait dire. Mais pas que de ça. C'est aussi une façon de se saisir des opportunités, des ressources que ces collectifs peuvent avoir sur place. Et donc on a observé du coup la façon dont les projets qui étaient proposés par ces groupes avaient été remis au ministère. L'enveloppe était de 6 700 000, alors qu'il était pensé à l'origine que pour 2 millions de financements. Et il y a donc environ plus d'une centaine de projets qui ont été lauréats de ce plan. Ah, dommage. Vous pouvez relancer. Donc c'est un plan donc, du coup, qui a donné lieu à, je dirais, à peu de débats connus, mais ça a été très discuté par les porteurs de ce plan. Que tu as dépassé ton temps, alors accélère. Bah ouais, je voulais aller à la conclusion. Donc, ce plan, en fait, pour le résumer, hop, vous couperez au montage. Heureusement que tu as eu les illustrations. Hein. Toi, tu aurais été aussi dans le... Ah oui, j'aurais été dans la panade. Je vais reprendre un pour le raccord. Voilà, donc c'est un plan qui a été donc étonnamment assez peu discuté, je le disais, je dirais publiquement, mais qui a donné lieu à beaucoup de réflexions. Il y a eu un comité d'orientation, un comité de pilotage, et ensuite on voit au niveau de l'impact, je dirais géographique, que toutes les régions n'ont pas été si mobilisées les unes que les autres. Donc là, il y a des variations importantes. Les principales orientations de production, ainsi que les collectifs mobilisés, montrent en fait, je dirais, une tendance assez lourde, finalement, à la construction de collectifs ad hoc. Pour une grande partie, environ 50% des projets ont été dans un rapport à ce plan agroécologique, enfin à ce dispositif mobilisation collectif pour l'agroécologie, de façon, je veux dire, from scratch, c'est-à-dire des novo, en se constituant comme groupe pour répondre à ce plan. Donc ça, pour nous, c'est un indicateur quand même assez important du potentiel de mobilisation qui peut exister aujourd'hui dans l'espace agricole et rural en termes de comment est-ce qu'on peut se mobiliser pour aboutir à des objectifs agroécologiques. Alors, justement, ces objectifs,
Beaucoup portent sur la question d'environnement, sur les questions de sol, sur les questions phytosanitaires. Donc ça, on retrouve un petit peu des thématiques qui ont déjà pu être travaillées auparavant en termes de développement, mais aussi une insistance sur la notion de groupe, sur la notion de partage d'expérience, et donc du coup de ce rapport au savoir que les agriculteurs souhaitent avoir à partir de ce qu'ils savent faire et des problèmes qu'ils ont. Et enfin, un dernier on va dire, cluster autour des activités, donc de la définition des activités agricoles dans l'espace rural. Donc on a ensuite suivi une vingtaine de projets de façon plus ethnographique, hein, en étant assez proche de ce que faisaient certains des groupes. On a fait un échantillon peu représentatif des structures et essayant plutôt de capter les choses innovantes. Et donc en fait, on s'aperçoit que sous l'enveloppe agroécologie se sont mobilisés des collectifs très hétérogènes. Ça, c'est important. Il y a même de l'agriculture de conservation des sols, si j'ose dire. Des gens qui ont travaillé de longue date sur des infrastructures agroécologiques, ou encore des gens qui pensent en termes de changement de système technique et d'insertion territoriale ou dans les filières. Et enfin, ce cluster, ces projets en haut à gauche, plutôt revendiquant de l'agriculture paysanne et une refonte de l'accompagnement de l'agriculture paysanne, notamment autour de la question de la maîtrise des semences. Alors, l'agroécologie, du coup, n'est pas beaucoup évoquée comme un modèle et comme une référence, comme une sorte d'idéologie ou une sorte de religion à laquelle on adhérerait pour faire ce projet. C'est plutôt mobilisé comme renvoyant à certaines pratiques. Enfin, en troisième point, tous les projets ont beaucoup insisté sur la production des connaissances, élaboration de références, conduite d'essais de démonstration, mais aussi surtout capitalisation des expériences fondées sur ce qu'on appelle les savoirs expérientiels, sur les expériences qu'ils avaient de l'agroécologie. Du coup, avec des variations assez... avec un intérêt très fort pour tout ce qui concerne la revalorisation de leur propre savoir, qu'ils soient appelés de savoir paysan, savoir agroécologique professionnel ou connaissances acquises dans des expérimentations. Enfin, je serai bref là-dessus, mais ces projets se sont constitués beaucoup en lien avec les milieux sociaux et économiques dans lesquels ces groupes se trouvaient. Parfois en continuité avec ces milieux, y compris dans des solutions d'aubaine, ou parce qu'une chambre ou une CUMA a pu pousser certains collectifs, mais aussi parfois en opposition ou en franche segmentation avec les appareils professionnels, consulaires, locaux. Donc on trouve ces deux types de collectifs. Conclusion, donc du coup, je finirai là-dessus. Donc vous voyez bien là où on en est. On a des scientifiques qui ne sont pas sûrs d'avoir pondu un paradigme unique et ficelé. Il y a des tensions, les luttes définitionnelles. Ce qu'il en est du coup à la FAO, y compris de ce qu'on peut faire en termes d'expertise avec ces savoirs, est loin d'être complètement verrouillé. Par ailleurs, on voit comment au niveau du grand public et du monde agricole, le terme percole et signifie aussi une variété importante de points de vue, et comment enfin dans une action publique, les agriculteurs qui s'organisent pour faire de l'agroécologie, en disant les choses vite, sont eux-mêmes très variés. D'où l'idée ici de penser l'agroécologie plutôt comme quelque chose qui est en train d'opérer un changement assez profond, d'où la peine que j'ai prise au départ de vous préciser de quoi l'agroécologie est la critique. C'est la critique d'un monde structuré dans les années 50, mais c'est aussi du coup l'affirmation positive d'un monde qu'on ne connaît pas encore et dans lequel il faut rentrer avec un cahier des charges assez particulier, pour le dire, parce qu'il touche à la fois des questions très très locales, mes ressources locales, la biologie locale de mes systèmes, mais aussi des objectifs très globaux de contribution à une alimentation saine et durable, et aussi du changement climatique. Et du coup, pour moi, ce qui est important, c'est du coup ce que l'agroécologie fait dire et fait faire. Donc, c'est à la fois une exploration critique, c'est un lieu de constitution de points de vue scientifiques qui sont plus ou moins bien articulés entre eux. Il y a des controverses, mais qui visent de manière assez unique
la question du destin et du devenir assez incertain de la planète. On voit bien dans le grand public comment l'agroécologie, ce que j'appelle une signification disponible, c'est-à-dire quelque chose qui permet d'exprimer pas uniquement une idée qu'on aurait sur l'agriculture, mais aussi beaucoup d'autres choses qui sont attachées à l'agriculture. C'est aussi un référentiel, ça l'a été, je sais, Stéphane, notre ministre de l'Agriculture, l'a dit hier à Rome, ça va se poursuivre. Donc ça reste un référentiel des politiques agricoles, y compris pour le plan enseigné autrement, qui est donc une des opérations importantes du plan agroécologique. Et enfin, bien que les agriculteurs dans les collectifs qu'on a étudiés ne le revendiquent pas vraiment fortement, on sent que c'est aussi un principe organisateur de projet. C'est-à-dire que ça permet de s'engager dans l'avenir. Donc, opérateur de changement, qui est aussi une façon de ressouder ou de reconstruire des liens. Je dirais plutôt reconstruire, parce qu'on ne va rien ressouder. Reconstruire des liens entre agriculture et société. C'est ce qu'on appelle avec les collègues donc une transition en cours et qu'on qualifie d'agroécologique, puisque c'est ce qu'on regarde. Mais on a manifestement des éléments de preuve qui permettent de dire que ce qui est en cours, c'est quelque chose comme une nouvelle grande transformation de l'agriculture et vraisemblablement aussi au-delà, comme on l'a vu ce matin avec la question de l'agriculture urbaine. C'est plus que l'agriculture qui est en transformation, c'est vraisemblablement le rapport qu'on entretient à l'alimentation, pas uniquement pour satisfaire des besoins, mais aussi pour être en relation avec le devenir de la planète et puis avec les autres. Je vais terminer là-dessus. Merci de votre attention.